Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, cette soirée est une table ronde qui s'intitule Tourisme et mode d'habité colonial, contestation et résistance, qui se passe, donc, comme vous le savez, dans le cadre du mois décolonial, 2e édition. Et la soirée en question est organisée conjointement par les associations PEPS et Oxfam. Voilà. Si vous avez des questions globales sur le mois décolonial, vous pouvez bien nous voir à la fin de la séance pour en discuter. Donc on va lancer la discussion d'aujourd'hui. Donc pour ce faire, on accueille Linda Boukris et Saskia Cousin. Linda, tu es géographe, maîtresse de conférences à l'université Paris 1 à Nanterre, et tes recherches sont d'une part sur les politiques de la nature, politiques de conservation, imaginaire de la nature, forme d'attachement au végétal, et en particulier tu as travaillé sur l'Amérique du Sud, en particulier au Costa Rica. Et d'autre part, tu travailles sur la question de la patrimonialisation et les héritages contemporains du passé esclavagiste et colonial en Europe. Et tu mènes des recherches sur la création et la diffusion de récits contre-hégémoniques. Peut-être que tu nous parleras de l'exemple du Paris noir qui est assez intéressant. Voilà. Quant à toi, Saskia, tu es anthropologue et professeur de sociologie à l'université Paris-Nanterre, membre du Sophiapol, et tes recherches portent sur les enjeux pré- et post-coloniaux des économies de l'altérité en France et au Bénin. Tu nous expliqueras ce que c'est que les économies de l'altérité. Et tu co-animes depuis 15 ans le séminaire Tourisme, Recherche, Institutions, Pratiques, et tu coordonnes le programme Retour de points géopolitiques, économie et imaginaire de la restitution. Les modalités de la discussion, ça va être une discussion, c'est pas une conférence, c'est pas un truc professoral. Donc ça va être une discussion entre Linda, Saskia et nous tous, qui va s'articuler autour de 3 points principaux, enfin 3 temps. Le premier temps, c'est quelle est la généalogie raciale et coloniale des imaginaires touristiques. Donc on a en tête les idées d'exotisme, d'orientalisme, de nature tropicale, d'Afrique mythique et éternelle. Donc comment est-ce que tout ça est construit. Ensuite, on va s'interroger sur la place et le rôle que jouent les institutions hôtelières et aériennes, qui sont des acteurs majeurs de ce secteur-là, et qui sont ceux qui, en même temps, profitent du tourisme et en même temps édictent les critères et les codes qui vont définir le touriste, ce que c'est et ce qui va permettre de générer des statistiques, etc., sur lesquelles s'appuient ensuite toutes les activités touristiques. Donc voilà. Et troisième point, on essaiera d'avoir un peu d'espoir et des solutions, et donc comment résister face à ça, quels sont les actes les de résistance qu'on mettre en pratique ensemble. Voilà, là c'est un moment plus de réflexion collectif, même si toute la discussion est collective, là c'est un moment un peu d'émulation collective. Et n'hésitez pas à tout moment à lever la main, à participer. Enfin, moi je vais essayer de donner la parole un peu à droite à gauche, à dire peut-être aussi pourquoi vous êtes là, d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce qui vous intéresse, et puis rebondir sur la discussion qui va avoir lieu. Voilà, je crois que j'en ai beaucoup dit. Linda, tu veux commencer ? Ok, ça marche. Merci beaucoup, Émile, pour l'introduction planifiée de dernière minute. Donc, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette discussion. On peut parler de discussion, oui. On s'est dit avec Saskia qu'on allait le faire de cette façon-là. Donc, et n'hésitez pas, voilà, si à tout moment vous souhaitez intervenir, réagir. On a dit que ce ne serait pas professoral, en même temps il y a de la déformation professionnelle, donc parfois je risque de me mettre à parler, donc n'hésitez pas si à un moment donné vous souhaitez intervenir. Et donc avec Saskia, on s'est dit qu'on commencerait peut-être à partir des imaginaires touristiques qui de cette façon motivent
nos désirs de voyage et d'essayer un peu d'explorer certains de ces imaginaires pour voir de quelle façon ils invisibilisent des géographies de la violence, des géographies territoriales plus complexes, parce qu'ils ont une généalogie coloniale. Et donc on a mis dans le descriptif pour la présentation de ce soir, on a listé imaginaire touristique de la Caraïbe, la forêt tropicale, l'orientalisme, l'Afrique mythique, etc. Donc je vous propose de balayer certains de ces imaginaires et de tisser un peu le fil. Et donc je vais commencer un petit peu par l'imaginaire touristique caribéen, qui à la fois peut-être est à la fois classique et en même temps ce sera un point de départ pour parler de cette généalogie coloniale. Émile, tu disais qu'effectivement je travaillais sur le Costa Rica. J'ai fait une thèse sur le Costa Rica, Amérique centrale, avec une côte caribéenne, une population afro-descendante aussi, principalement venue de Jamaïque. Donc j'ai pu explorer un petit peu cette question du tourisme dans la Caraïbe et notamment de partir aussi de ces imaginaires qui sont très puissants. Et là, je pense qu'il aurait été intéressant peut-être de projeter quelques images qui sont aussi bien de l'industrie hôtelière, aérienne, aussi bien carte postale, brochures touristiques de ces territoires caribéens, aussi bien insulaires que Caraïbes continentales, toute la façade caribéenne, pour essayer de voir un petit peu quelles sont ces images que vous avez en tête, que c'est la plage tropicale, de sable fin, les eaux turquoises, une végétation luxuriante. Alors on peut avoir effectivement le palmier, le cocotier, mais dans un imaginaire il y a aussi une végétation assez luxuriante, souvent vierge, des paysages qui représentent cette nature inhabitée, ça on y reviendra. Mais lorsqu'on parle aussi d'imaginaire caribéen, touristique caribéen, on a aussi bien sûr les musiques, le corps dansant, le corps noir, souvent dansant sur la plage, les femmes dansantes, mais pas seulement les femmes d'ailleurs. Et donc de montrer aussi que à travers ces images qui se sont tissées sur le temps long, lorsque je parle de ces images, on peut les retrouver dès les premières productions iconographiques, je parle de l'industrie aérienne, etc. Là, il aurait été vraiment intéressant de projeter ces images, mais donc ça s'inscrit sur le temps long. Et bien sûr, cet imaginaire qui dessine ces territoires comme des lieux de loisirs, des lieux de jouissance, ils prennent aussi part dans des territoires qui sont éminemment complexes. Parler de la Caraïbe, c'est bien sûr parler disons le point de contact entre l'Europe et les Amériques, c'est bien sûr parler d'une histoire longue marquée par le massacre des tribus indiennes d'Amérique, c'est aussi parler de la déportation bien sûr des populations des esclaves africains, c'est parler bien sûr de toute cette histoire aussi des migrations, l'importation des travailleurs indiens, etc. C'est parler aujourd'hui encore du coup de ces héritages contemporains, de ce passé complexe en termes d'inégalités très fortes, socio-économiques, de ségrégation socio-spatiale, qui sont l'héritage de cette histoire longue et complexe, une ségrégation socio-spatiale qui est accentuée par un tourisme de type d'enclave dans certains territoires caribéens. Et puis les Caraïbes, bien sûr, c'est des territoires marqués aussi par des conflits socio-environnementaux importants, si on pense aussi à la Caraïbe. Disons les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, on est sur toute une série de crises, parmi lesquelles celle de 2008-2009 qui a été extrêmement importante, et encore aujourd'hui. Donc on est sur des territoires qui sont éminemment complexes. Je sais que Malcolm Ferdinand vous a notamment parlé aussi de toute cette problématique de ces tropiques toxiques de la Caraïbe, en tout cas sur les territoires sur lesquels il a travaillé. Donc c'est aussi ce paysage-là qui est invisibilisé derrière
cet imaginaire de la Caraïbe comme paradis tropical. Et cette idée finalement de paradis tropical qui est là, qui est mis à disposition, et cette idée de mise à disposition de territoires qui sont prêts à être consommés, qui sont prêts à être occupés, achetés, consommés. Il faut essayer de le rattacher sur une histoire qui a un temps long. Et finalement, c'est depuis le régime des plantations jusqu'à l'économie touristique, on est sur une forme d'un rapport extractiviste, aussi bien à l'égard des ressources naturelles, le régime de plantation, et qu'on retrouve dans son rapport à l'environnement, mais aussi extractiviste à l'égard des corps qui restent aussi mis à disposition et que l'on voit aussi repris dans ces imaginaires, comme je vous disais, de corps souvent érotisés, dansants, sensuels. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la Caraïbe représente par excellence un peu ce paysage, the place to play, quoi, le lieu de jouissance, d'abandon sensuel, etc. Et donc tout ceci, bien sûr, c'est à retisser sur un temps long. Il y a toute une généalogie coloniale, raciale, qui a forgé ces territoires de la tropicalité comme des territoires exotiques, comme des territoires de l'altérité radicale. Et cette altérité, elle s'est vraiment construite de façon dialectique avec l'Europe. C'est la rencontre aussi de l'Europe dans ces Amériques caribéennes. Je veux dire, nommer une partie du monde tropical, c'est d'un point de vue d'un monde tempéré. Et donc l'idée d'un monde tempéré qui serait la normalité, et la tropicalité qui serait donc l'altérité radicale, et qui est une façon de nommer une différence climatique, raciale, civilisationnelle. Donc il y a vraiment une altérité qui se construit à travers un discours sur la tropicalité. D'ailleurs, voilà, qui fait qu'il y a toute une partie du monde intertropical qu'on va nommer tropical, quoi, parler de, et qui va être diffusée. La rencontre des Européens dans cette Amérique caribéenne, c'est vraiment, ça va être diffusé à travers des textes de botanique, de médecine, etc. Mais donc voilà, parler d'imaginaire touristique caribéen, c'est aussi parler de cet exotisme, de cette tropicalité qui a été produite par cette histoire coloniale qui a vraiment altérisé, qui a produit ces territoires comme des territoires autres. Donc voilà, il y a à travers ces premières images que j'ai voulu vous dessiner, il y a toute cette invisibilisation d'une géographie beaucoup plus complexe et qu'il faut resituer sur le temps long. En insistant effectivement sur... donc là, c'est aussi beaucoup, on avait dit pas de ton professoral, mais c'est bien sûr extrêmement nourri par des travaux en histoire environnementale. L'importance dans cette circulation des imaginaires, des récits de voyage, j'ai parlé d'iconographie, mais de façon plus large, si j'étends aussi au-delà de la Caraïbe, mais parler de l'Amérique tropicale. Cet imaginaire aussi de l'Amérique tropicale, il a été forgé, l'imaginaire européen de l'Amérique tropicale, il a été beaucoup forgé aussi au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que c'était aussi au moment des indépendances, tout le continent, l'Empire espagnol s'effondre au début du XIXe, on est 1820-21. Donc le continent s'ouvre, et donc il y a aussi beaucoup plus de voyageurs, il y a une redécouverte de ces territoires qui a été jalousement gardée par l'Empire espagnol. Et donc on va avoir toute une production de récits de voyage, à commencer par Humboldt, mais ça va énormément de récits écrits en espagnol, en allemand, en anglais, en français, qui sont traduits, qui sont lus, parce que le récit de voyage, c'est un genre qui est beaucoup lu en Europe au XIXe. Et donc c'est vraiment important de comprendre comment s'est façonné cet imaginaire de l'Amérique tropicale, avec des paysages un peu iconiques. Humboldt, c'est les cordillères volcaniques, c'est donc les paysages de volcans, c'est les forêts exubérantes, c'est les plaines, donc des paysages comme ça un peu typiques qui vont vraiment dessiner cet imaginaire tropical de l'Amérique et qui va être repris aujourd'hui encore par l'industrie touristique. Mais donc cet imaginaire-là, c'est toujours cette idée de mise à disposition des territoires. Cet imaginaire de l'Amérique tropicale qui va être repris aujourd'hui à travers l'industrie touristique, mais là aussi, il a une généalogie coloniale qu'il faut resituer, c'est-à-dire
au 19e, cette façon dont les récits de voyage vont décrire cette Amérique vierge de nature, c'est aussi, ce qui se dessine derrière, c'est aussi des logiques de prédation. C'est aussi des logiques un peu extractivistes qui vont se mettre en place, c'est-à-dire à l'instar du ce qu'on appelle le Scramble for Africa, le partage de l'Afrique qui s'opère au 19e siècle à travers la colonisation européenne. Eh bien, on va parler d'un Scramble for America, c'est-à-dire à travers cette description, cet imaginaire de l'Amérique tropicale vierge de nature, c'est aussi tous les possibles, c'est-à-dire la mise à disposition de territoires qui ne demandent qu'à être exploités, conquis par ces logiques de prédation et qui vont d'ailleurs se mettre en place. C'est aussi la montée en puissance des États-Unis à la fin du 19e, sur un certain nombre de pays latino-américains. Donc un imaginaire de la nature vierge tropicale qui toujours, d'une certaine façon, dessine la logique de prédation qui va suivre. Voilà, donc ça ce sont des exemples de cette de montrer aussi un peu la complexité derrière de belles images de forêts tropicales ou de plages vierges. C'est que derrière il y a toute cette complexité, comme on a pu le voir sur la Caraïbe, mais aussi de logiques de prédation qui se mettent en place dans les Amériques. Et pareil sur cet imaginaire de la nature sauvage. Autre exemple, vous avez tous entendu parler de la wilderness, cette nature sauvage états-unienne, qui a donné lieu aux premiers parcs nationaux aux États-Unis, ce qu'on appelait l'idée états-unienne du parc national avec le parc de Yellowstone, 1872. Mais là aussi, dire la mise en place des parcs nationaux aux États-Unis avec cet imaginaire de la nature vierge sauvage, elle invisibilise aussi une géographie de la violence extrêmement complexe, parce que derrière ces paysages qui là aussi vont être largement promus à travers les récits de voyage, à travers les photographies, deuxième moitié du 19e, c'est vraiment la montée en puissance de la photographie, qui va vraiment dessiner ces paysages mythiques de l'Ouest américain. Derrière ça, c'est quoi? C'est l'accaparement violent de terres qui étaient occupées, habitées, pratiquées par les natifs américains. Et donc c'est comment revisiter comment refaire ces généalogies de ces imaginaires de la nature sauvage. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, dans la mise en place des parcs nationaux, c'était tout de suite corrélé aussi à leur mise en tourisme. Parce que l'idée, c'était aussi de promouvoir l'idée de la conservation à travers le tourisme. Donc très tôt, il y a eu de la promotion touristique autour des parcs nationaux par les concessionnaires automobiles, par les compagnies de chemin de fer, par les chambres de commerce. Et donc c'était vraiment See America First, allez visiter vos parcs nationaux, il fallait promouvoir, et c'était vraiment l'idée de la nation états-unienne. L'Europe a ses châteaux, sa culture artistique, littéraire, etc. Nous, qu'avons-nous en tant que jeune nation états-unienne? Eh bien, nous avons nos parcs nationaux. Donc ça a été promu en tant que tel, et très vite, il y a eu ces mobilités touristiques autour de ces parcs nationaux, mais qui invisibilisaient vraiment cette violente conquête de l'Ouest américain, le massacre des natifs américains. Et cette histoire, elle est aujourd'hui revisitée. Je pensais notamment à The Atlantic, qui est un magazine culturel aux États-Unis très important, et qui l'année dernière avait fait sa couverture sur Return the National Parks to the Tribes. C'était extrêmement fort. On est vraiment dans cette relecture de cette histoire-là, qui fait qu'aussi les historiens de l'environnement aux États-Unis parlent du trouble with wilderness. Quel est le problème avec cet imaginaire de la nature sauvage? C'est toute cette violence qui est invisibilisée et qui renvoie à ce projet impérialiste de conquête violente du territoire aux États-Unis. Donc ça, c'est pour vous donner quelques exemples. Je pourrais continuer, mais je propose, Saskia, de donner la parole pour parler peut-être d'autres imaginaires touristiques, notamment en Afrique. Finalement, merci. Finalement, ça correspond aussi, cet imaginaire de la nature vidée, en fait, qu'on voit comme vide, d'humain, qui resterait à conquérir ou à consommer. C'est parce qu'elle a été vidée, justement. Et donc, on voit ça très,
très fortement avec les parcs en Afrique, hein, et donc il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, hein, et notamment les institutions internationales ont joué aussi un rôle dans le fait, au nom de la nature, d'expulser des personnes qui vivaient là depuis toujours, au nom de ça, et parce que en fait finalement il y a un imaginaire qui se construit aussi, qui est un double imaginaire, on va dire, qui est un imaginaire, on va dire, ethnologique et un imaginaire naturel. Et donc l'Afrique, c'est pas la tropicalité, hein, mais c'est des sauvages avec des petites cases. Et donc le fait qu'il y ait eu des empires, le fait qu'il y ait des villes, hein, des royaumes, par exemple dans le monde Yoruba, très ancien, un âge du fer qui est bien antérieur à l'âge européen, tout ça n'est totalement disparu, avait besoin d'avoir disparu, puisqu'il fallait construire un imaginaire qui permet la conquête coloniale, et puis qui permet ensuite finalement d'autres formes de conquête, la conquête ethnologique, et puis ces grands espaces, puisque une des spécificités de la promotion touristique en Afrique, contrairement finalement à l'Amérique du Sud, c'est qu'elle est systématiquement vidée de ses habitants pendant toute une partie. Et donc en fait les habitants vont apparaître soit comme ethnologisés, hein, toujours dans un cadre rural par exemple. L'Afrique urbaine disparaît de la promotion touristique, elle n'existe pas en fait, et où une Afrique vidée de ses habitants, où là nous avons des girafes, des éléphants, des gorilles, etc. Et donc ça c'est quelque chose qui pareil, je ne vais pas recommencer le processus, mais pareil, se construit, on ne peut pas se dire, on commence à avoir des promotions touristiques dans les années 60. Non, ça s'inscrit dans une histoire bien plus ancienne, en fait, de vider certains espaces de leurs habitants, de détruire systématiquement tout ce qui ressemblait à des sociétés de type urbaine, parce qu'il fallait construire un imaginaire qui était celui de petites sociétés qui pouvaient être ethnologisées, dont on pouvait extraire notamment l'art, les productions artistiques, ou d'une société où les humains ne sont finalement très peu présents. Effectivement, l'Afrique est sous-habitée, et elle est sous-habitée parce qu'on estime que, en raison de la traite esclavagiste, en fait, une très grande partie de la population dans certaines parties d'Afrique a été drainée. Donc effectivement, il y a des espaces qui ont été vidés, mais bon, évidemment, c'est pas ça qui est raconté, mais voilà, on va présenter certains espaces comme n'ayant jamais été habités. On connaît le discours, par exemple, pendant l'apartheid en Afrique du Sud, hein, où les Blancs expliquaient que finalement, ils étaient arrivés sur un espace vierge où personne n'avait jamais habité, alors qu'il y a des fresques qui datent d'il y a 60 000 ans. Donc en fait, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas pour dire que la promotion touristique est responsable de ça, mais c'est pour que vous ayez conscience de la manière, qu'on puisse discuter ou débattre de la manière dont finalement se construit cet imaginaire d'une Afrique éternelle, où finalement la main de l'homme n'aurait pas mis, où il n'y aurait pas, l'Afrique ne serait pas rentrée dans l'histoire, etc. Évidemment que, comme tous les autres continents, c'est une histoire, c'est d'ailleurs la première histoire humaine, mais voilà, il y a eu en raison d'enjeux politiques, d'abord, plus qu'économiques, et maintenant économiques, mais pas forcément uniquement touristiques, parce qu'il y a évidemment toute une activité extractive en Afrique, de toutes les mines, etc., qui font qu'on a besoin aussi de se représenter, en tout cas l'industrie a besoin de se représenter une Afrique de cette manière-là. Voilà. Il y a évidemment de très grandes villes en Afrique, et il y a aussi toute une économie du loisir, hein, des vacances, du tourisme, qui est invisible en fait dans cet imaginaire-là, puisque ça c'est autre chose, peut-être que tu peux rebondir, mais c'est que aussi on a l'idée que ces personnes-là, comme l'a dit Linda, il y a des habitants, ok, et puis ils sont là pour nous accueillir et pour être consommés d'une certaine manière, être sur des photos. Or, évidemment qu'il y a des sociétés de domination, il y a des rapports de domination qui s'instaurent dans les relations, mais il y a aussi des personnes qui ont des pratiques de loisirs. Le désir d'aventure, il est partagé par l'ensemble de l'humanité. Et donc c'est très important aussi de se souvenir qu'il y a des pratiques urbaines, il y a une bourgeoisie urbaine, une classe moyenne urbaine qui va avoir des pratiques de loisirs, mais aussi les gens qui habitent dans un habitat plus rural font de grandes distances pour des activités qui relèvent de l'otium, du loisir, qui peuvent être religieux, qui peuvent être de visite familiale, c'est-à-dire qui ne sont pas motivés par un besoin économique, par exemple. Et donc ça, c'est une des grandes réussites, finalement, de l'industrie touristique. C'est nous a fait croire que le tourisme, c'est... le voyage, c'est le tourisme. Et donc, il y a quelque chose dans la construction de l'imaginaire touristique des autres qui, finalement, annihile la capacité ou la possibilité
de ces personnes construites comme des autres à finalement avoir aussi des désirs de voyage. Donc c'est aussi intéressant de voir quels sont les imaginaires finalement touristiques des personnes non occidentales quand elles viennent en Occident, et de renverser en fait cette histoire et de voir quels sont les stéréotypes qui ont été construits dans leurs pays respectifs sur qui sont les Occidentaux quand ils vont venir visiter les touristes. Voilà, donc le travail de déconstruction de ce que c'est l'orientalisme a été fait, mais c'est aussi intéressant de voir en miroir comment, par exemple, l'Occident ou l'Europe ou la France est construit par des gens, des voyageurs, des visiteurs, ou des gens qui aimeraient voyager dans les pays. J'ai un peu travaillé sur ces sujets, je ne suis pas la seule en Afrique, mais aussi en Asie, par exemple sur les touristes chinois. Alors ça a changé ces 20 dernières années, mais qui finalement viennent en Europe avec un occidentalisme, avec l'idée que ce qu'ils vont venir chercher, c'est visiter, découvrir, c'est le capitalisme, c'est la modernité, c'est l'avenir, et des lieux authentiquement touristiques. Et donc vous avez des visiteurs occidentaux qui vont avec un imaginaire de l'authenticité patrimonialisée, parfois sans habitants, ou alors ethnologisés, et puis des touristes qui viennent d'autres continents pour qui l'Occident, ça représente l'avenir, la consommation, la modernité, le capitalisme, etc. Et donc dans les deux cas, évidemment, il y a des phénomènes de déception, notamment il y a un chercheur qui avait travaillé là-dessus, sur ces touristes asiatiques qui finalement étaient très déçus en Europe parce que ce qu'ils voulaient voir, c'était des buildings. Là, maintenant, il y a beaucoup plus d'informations, enfin voilà, il y a beaucoup plus de gens qui circulent, mais là je parle il y a une quinzaine d'années, ça a changé rapidement, mais parce qu'il y avait cet occidentalisme qui était à l'œuvre. Donc toujours se souvenir aussi que la manière dont l'industrie, l'imaginaire lié à la colonisation a construit ces images, c'est aussi intéressant de voir dans l'autre sens en fait les stéréotypes qui sont aussi des manières de répondre en fait à ces relations. Parce que je peux revenir un peu en arrière sur la question de la nature inhabitée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tu dis que il y a une négation de l'histoire humaine en Afrique, mais est-ce qu'il n'y a pas même une négation du statut humain des populations qui habitent, qui sont africaines ou je vais y arriver. J'allais dire Sud-américaines, non mais même nord-américaines, les Indiens, voilà, d'Amérique, avec tout le discours de pseudo-science qui sur la classification des races, l'histoire du chaînon manquant et compagnie. Et en fait, ça c'est aussi une manière de dire que ces gens-là ne sont pas des hommes, et donc cette nature est effectivement là parce qu'il n'y a pas d'hommes, parce que ces gens-là n'en sont pas. Est-ce que ce discours de pseudo-science, il n'est pas là aussi pour justifier cette conquête-là, quoi? Oui, alors il est moins utilisé dans l'imaginaire de la production touristique, puisqu'il s'agit quand même que les gens achètent un produit de consommation et qu'ils aillent. Voilà. Donc il y a un discours du sauvage, mais du bon sauvage. Or, ce qu'on voit, et on le voit aussi en Occident, c'est que ce qui était désirable comme sauvagerie, vous allez voir des gens près de la nature en fait, donc le discours, la promotion touristique ethnologique on va dire, donc voilà, ça peut jouer là-dessus, mais c'est pas un discours raciste en soi. Par contre, plus aujourd'hui en tout cas. Plus aujourd'hui. Par contre, la répulsion mise en œuvre, c'est sur l'urbain. C'est-à-dire le discours de la sauvagerie et du non-humain, c'est la peur des Blancs quand ils vont d'aller dans les villes africaines. Aujourd'hui, le sauvage est à la mode, comme dirait c'est un vieil ouvrage, mais voilà. En fait, on va vous vendre, typiquement, il y a quelque chose du discours du bon sauvage, qu'on va vous vendre comme produit touristique, mais le répulsif, ceux auxquels l'industrie du tourisme va vous expliquer qu'il ne faut absolument pas aller, c'est la ville en fait, c'est l'urbain. Et en particulier, évidemment, les banlieues, mais c'est pas, les villes périphériques, mais c'est le cas un peu partout. Je vais juste essayer de répondre à la question à partir du cas notamment des États-Unis, parce que c'est pas totalement ça. Enfin, je veux dire, la façon dont les parcs nationaux ont été mis en place aux États-Unis et le discours racialisant sous-jacent, bon, déjà, comme j'ai évoqué, c'est-à-dire la création de ces espaces protégés, c'est fait au détriment de cette conquête violente. Ok. Mais c'est aussi resitué 19e siècle, c'est vraiment la construction d'une identité nationale de cette jeune nation états-unienne. Donc il y a aussi tout un discours nationaliste qui va se greffer à la création de ces espaces protégés, en termes de self-esteem, de construction de l'identité nationale à travers ces espaces-là. Et ça se passe dans un contexte où
deuxième moitié du 19e jusqu'aux années 20, 1924, avec rupture de ces grandes vagues migratoires. Les États-Unis à ce moment-là, c'est une immigration extrêmement importante, c'est l'urbanisation, c'est l'industrialisation du pays. Et donc le discours sur la wilderness, c'est vraiment essayer de protéger cette nature vierge, sauvage, qui d'une certaine façon, qui est vue comme une machine de purification, c'est-à-dire contre ces espaces urbains hyper industriels, civilisation technique, etc. Et donc c'est une façon de... les villes étant associées aux masses migrantes, aux populations afrodescendantes, etc. C'est un contexte où les États-Unis, il y a des politiques eugénistes qui sont mises en place, des lois extrêmement restrictives aussi de l'immigration, contre l'immigration chinoise, contre les races dites inférieures, etc. Donc on est sur un contexte aussi d'un discours national hyper racialisant. Et dans le même temps, on loue cette wilderness qui est un peu comment être au contact de nous-mêmes, d'une nature qui nous renvoie à notre virilité, qui nous renvoie à ce qu'est la conquête des États-Unis, la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire finalement être en contact avec cette partie un peu sauvage qui nous rappelle un peu notre virilité. Il y a vraiment toute cette théorisation de la frontière. Mais donc nous rappelle notre virilité et notre blanchité de cette façon. Et donc c'est aussi pour ça que les historiens états-uniens parlent beaucoup de la wilderness comme une projection de la nation blanche et masculine. Comme vraiment en étant en contact de la wilderness, je mets à l'épreuve ma virilité. C'est des espaces où je vais chasser, où je vais faire une activité physique pour le corps extrêmement forte et qui renvoie finalement à cette distance à l'égard de ces villes qui sont associées aux populations migrantes, aux populations afrodescendantes, etc. etc. Donc il y a vraiment cette construction-là. Par rapport à ce qu'évoquait Saskia, effectivement, on voit beaucoup à l'inverse, notamment en Amérique du Sud, aujourd'hui encore, la façon dont certains parcs nationaux ou aires protégées sont promus, il y a effectivement cette idée un peu de l'Indien, le bon sauvage, celui qui est proche de la nature, avec les savoirs autochtones, etc. Et donc une espèce de fusion quasiment entre faune, flore, figure indienne, naturalisée, presque. Donc, et ça qui fait partie, effectivement, encore aujourd'hui, de la promotion touristique de certains espaces. On trouve moins aux États-Unis où c'est une autre construction de la nature autour de la wilderness. Mais là où je voulais réagir également par rapport à ce que tu évoquais, Saskia, c'est effectivement, on se disait avec Saskia, lorsqu'on essayait de réfléchir un petit peu à ce qu'on voulait vous présenter, c'était aussi finalement de ne pas être que dans une lecture finalement un peu nord-sud. C'est aussi de dire que ces imaginaires-là, aujourd'hui aussi, il est important aussi de mettre la lumière sur les acteurs locaux et comment est-ce qu'ils sont réappropriés, mobilisés par les acteurs locaux, notamment aussi du tourisme, au sein des sociétés concernées. C'est-à-dire aussi mettre l'accent aussi sur les stratégies d'acteurs qui, pour certains, ont conscience de ces imaginaires et les intègrent dans leur propre agenda politique, économique. Je m'explique très concrètement, je pense notamment à un travail qui avait été fait sur le Niger, sur les populations touareg du Niger, et de quelle façon on avait donc l'organisation d'activités, de projets touristiques portés par ces populations touareg. Et les enquêtes qui avaient été menées par cette chercheure montraient que les guides, il y avait une mise en scène qui était assumée, en essayant de reprendre un peu les codes de cet imaginaire touareg avec le chèche, le chameau, ne pas faire, alors que on a les téléphones portables, il y a le 4x4 à côté, etc. Mais donc de jouer un peu de cet imaginaire qui est recherché par le touriste européen, de jouer là-dessus, mais pour un peu une forme d'auto-essentialisation, c'est-à-dire aussi de renforcer cette identité touareg par rapport à l'État central qui souhaite plutôt contrôler ces populations nomades. Donc il y a aussi, du point de vue des acteurs locaux, ils ne subissent pas de cette façon. Il faut voir aussi bien sûr au cas par cas, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi des travaux qui cherchent à mettre en lumière les stratégies des acteurs sur place, qui ne sont pas simplement dominés, spectateurs de leur domination, de leur instrumentalisation, etc. Qu'il y a aussi des formes un peu plus stratégiques qui sont mises en œuvre, où on va jouer de ces imaginaires, certes construits,
depuis l'époque coloniale, mais on va jouer de ces codes, puisqu'il s'agit aussi à un moment donné, dans un rapport de pouvoir, là en l'occurrence avec l'État central, et ça a été la même chose aussi autour de travaux sur les populations amazighes du Maroc, et comment renforcer une identité amazighe vis-à-vis de l'État central marocain, et donc là aussi de jouer de l'arrivée de touristes occidentaux qui viennent à la rencontre de populations amazighes, et donc de jouer d'un certain nombre d'imaginaires, mais pour renforcer aussi une présence, une visibilité à l'échelle internationale, par exemple. Donc voilà, c'est aussi comment mettre en lumière les stratégies d'acteurs. On n'est pas simplement sur une domination nord-sud. Ça se joue dans les luttes politiques, mais aussi au sein des rapports de domination, au sein de groupes sociaux, de villages ou de villes. Il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions-là. Comment des personnes qui étaient en situation marginalisée dans leur propre communauté, quartier, village, en fait, ont endossé le rôle de guide touristique parce que finalement c'était mal vu en fait, et ont pu accéder ainsi en fait, en répondant aux attentes du tourisme, notamment du tourisme durable, solidaire, etc. C'est-à-dire en se coulant devant les stéréotypes et les enjeux, les discours attendus sur la redistribution, enfin, voilà, en répondant à la demande, on va dire. Acquérir des positions de pouvoir ou de contre-pouvoir et participer, pour le meilleur et le pire, à des transformations sociales. Enfin, voilà, donc c'est aussi des enjeux, des manières, je dirais là pour le coup plus tactiques, parce qu'il y a des enjeux politiques qui ont été très effectivement importants en Niger, quand le tourisme a été un élément très important de lutte politique contre le pouvoir. Alors c'était aussi, il y a derrière un enjeu, c'est-à-dire concrètement, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a une fascination des Occidentaux pour les Touaregs, les hommes bleus, en fait c'est aussi des hommes blancs, c'est-à-dire qui luttaient politiquement contre les États centraux, qui sont tout à fait, en l'occurrence ces États démocratiquement élus, et une forme de proximité entre les touristes et ces fameux hommes bleus qui posaient parfois question sur le fait de financer des rébellions. Donc, en tant que touriste, vous n'êtes pas forcément à même de comprendre en fait quels sont les enjeux, mais finalement de se sentir plus familier ou plus proche des populations dites touareg que des États démocratiques en question. Donc ça peut être un peu compliqué, mais donc il y a eu ces enjeux politiques-là où le tourisme a été un enjeu, il l'est dans plein de pays. Ça peut être aussi un enjeu pour, par exemple en Chine, annihiler les revendications, les modes de vie des communautés traditionnelles, ou au contraire être utilisé par certains mouvements de résistance dans d'autres pays pour lutter, pour avoir des sous, pour avoir des réseaux pour lutter contre les usages politiques. Et ça, c'est très important de se rendre compte que c'est aussi des gens qui vont jouer sur les stéréotypes orientalistes ou africanistes qui donc vont avoir des pratiques de voyage, pratiques de touristique, des pratiques de soutien dans des enjeux politiques. Donc effectivement c'est très important aussi, et c'est de ne pas considérer, de ne pas adhérer à l'idée que vous avez ces sociétés qui seraient passives en fait, et qui seraient comme récipiendaires pour le meilleur et pour le pire des flux touristiques. Non, les gens en font quelque chose en fait. Et on ne peut pas tenir un discours général sur ce qu'ils en font, parce que évidemment ça change en fonction des lieux, en fonction de l'histoire, en fonction de l'histoire des luttes locales, en fonction de l'histoire coloniale, en fonction de plein de choses. Je me demandais si peut-être juste un dernier exemple d'imaginaire touristique orientaliste, plus proche de nous, puisqu'on a aussi beaucoup parlé des Amériques et de l'Afrique, mais justement en Afrique du Nord, je voulais dire peut-être deux mots sur, on a parlé du Maroc, je voulais parler du cas de Marrakech et de toute la production aussi d'un discours, vous voyez, qui sont aujourd'hui d'être très présents dans l'imaginaire touristique et dans la promotion touristique d'un certain nombre de lieux au Maroc, mais aussi dans d'autres territoires nord-africains. Je pense notamment à ces paysages de Médina,
certain nombre d'images clés, peut-être que vous avez à l'esprit. Peut-être certains d'entre vous sont allés au Maroc, sont allés dans les médinas, ont séjourné en Riyad. Là aussi, en généalogie coloniale, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est les premières lois de patrimonialisation de la médina de Marrakech, c'est sous Lyautey, c'est la mise en place du protectorat, c'est donc le protectorat français, hein, c'est le maréchal Lyautey, administrateur du protectorat du Maroc, qui va mettre en place les premières mesures de protection de la médina, dans l'idée de conserver une forme d'authenticité, d'une architecture indigène, hein, et donc c'est aussi tout le discours sur la ville indigène par opposition à la ville moderne, hein, donc toute la construction de la modernité par opposition à l'indigénat, le traditionnel, l'autochtone, l'authentique. Ce discours-là, il est façonné aussi précisément pendant l'empire colonial. On retrouve aussi des travaux qui vont documenter ce discours de modernité versus le traditionnel, qui est lié donc l'artisanat, l'architecture traditionnelle indigène. On va la retrouver en Libye sous l'Italie fasciste, bien sûr en France, au Maroc, mais aussi en Algérie et en Tunisie. Et tout cet imaginaire-là, il faut aussi voir de quelle façon il est au cœur de la culture populaire française. En France, à ce moment-là, on va retrouver toute cette construction d'imaginaire dans un certain nombre de supports, que ce sont les romans, mais aussi les pièces de théâtre, les spectacles, etc. On peut avoir un certain nombre les expositions coloniales. Les expositions coloniales, qui sont des moments importants. Hein, et on avait même aussi des semaines de tourisme colonial à Bordeaux dans les années 20, exposition coloniale de Marseille, bien sûr de Paris 1931, faire le tour du monde. C'était quoi faire le tour du monde juste comme ça. Ouais. Et Lucky Branly a repris la même en disant faire le tour du monde en une journée. Non. Les chansons aussi. Les chansons aussi. Oui. Oui, exactement. Tout cet imaginaire d'une culture coloniale qui était imprégnée dans un imaginaire collectif. Et bien sûr, hein, les mobilités, le tourisme en Afrique du Nord, on le retrouve à ce moment-là, on a les syndicats d'initiative, les compagnies de maritimes, de transport, avec les ferries, etc. Donc on a un certain nombre de touristes qui se mettent en place. Il ne faut pas imaginer qu'il y a le colon et qu'ensuite le tourisme arrive tardivement en fait. C'est un outil colonial, notamment donc les premiers bureaux coloniaux ils ouvrent au début du XXe siècle et il y a une concurrence entre la colonisation anglaise et française, notamment en Indochine, et il faut convaincre les colons, les Français, les Anglais d'aller coloniser, donc en fait il faut leur vendre, et en fait c'est de la promotion touristique à travers les expos. C'est-à-dire que l'imagerie touristique, au départ, pas que, mais beaucoup, il s'agit de convaincre en fait des Français et des Anglais d'aller s'installer. Et ensuite il s'agit de faire qu'ils restent. Et donc on construit une fois dans ces pays-là des petites Suisses, des petites France, des petites pour que les femmes de colons puissent se reposer dans les montagnes. Et donc vous avez dans tout le monde colonial en fait de la promotion touristique pour faire venir les gens, et ensuite des stations balnéaires pour les faire rester. Parce que ça coûte trop cher en fait de les faire revenir en métropole pendant les vacances. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui est lié en fait. Et donc l'imagerie touristique avec lequel on fonctionne aujourd'hui est quelque chose qui est conçu dès le milieu du 19e siècle. Thomas Cook, voilà. Mais c'est aussi quelque chose qui existe dès le début du 19e siècle, qui est expérimenté aussi dans les provinces françaises, hein, où la manière dont on construit le breton, le corse, etc., avec un imaginaire qui est figé, et on va envoyer en fait des gens qui vont aller, la collaboration de la Côte d'Azur, etc. Il y a une expérimentation dans le monde paysan, rural, en fait, une codification du costume, du chant, etc., qui va finalement ne plus bouger parce qu'il est codifié et devient un produit touristique. Et puis cette expérimentation au milieu du 19e, elle va finalement servir pour codifier l'imaginaire dans le reste du monde au fur et à mesure des colonies. Et ce qui est intéressant, ce que tu as dit
tout à l'heure sur le patrimoine, c'est que pour ce que je connais à la fois de ce qui échappait à la terreur, en fait, la ville africaine comme faisant peur, ou alors les politiques de patrimonialisation sont uniquement sur ce qu'on appelle le patrimoine colonial. Et donc ça c'est très intéressant dans les guides touristiques. En fait, ce qui est mis en avant dans les villes, c'est le patrimoine colonial, c'est tellement magique en désuétude, etc. Voilà, il tombe en ruine, il y a une espèce de voilà. Et puis les politiques de patrimonialisation, c'est la restauration du patrimoine colonial. Donc ça c'est quelque chose aussi qui continue d'une certaine manière, c'est-à-dire cet imaginaire colonial construit au milieu du 19e, finalement c'est aujourd'hui ce qui fait venir des touristes regarder le patrimoine colonial en ruine, susciter des pétitions pour empêcher sa destruction par exemple, des choses comme ça. Donc c'est pas pour être auto-centré sur le partage du monde en 1885, mais en tout cas de l'Afrique, mais il y a quelque chose qui s'est passé en fait dans la construction de l'imagerie sur lequel on fonctionne encore. Même si avant, évidemment, il y avait des récits. Mais c'est aussi l'arrivée de la photographie. Et la photographie, elle est très très liée à l'histoire. Dans l'histoire des techniques, on voit que la photographie est très très liée au monde du voyage et du tourisme. Et donc finalement, le rétrécissement et l'allègement de l'appareil photo est lié au fait à la nécessité en fait de voyager. Et parce qu'il y a des voyageurs, il y a une industrie. Et voilà. Donc il y a eu beaucoup de travaux là-dessus qui montrent aussi que c'est à ce moment-là que se figent justement ces clichés qui alimentent aujourd'hui l'industrie. Je pense aussi aux magazines, récemment là, j'ai vu des anciens magazines géo, des choses comme ça, quoi. Et c'était l'époque de c'était une génération un peu avant nous, quoi. Nous, je pense que on est dans les 30-40 ans, mais voilà, c'est typiquement, là, on a une lecture de tous les imaginaires qui est incroyable, National Geographic. En fait, Géo, c'est un peu, c'est la déclinaison. Géo reprend en fait les reportages de National Geographic, en fait, et les met en français. Et évidemment, c'est tout cet imaginaire-là d'un pays avec que des animaux sauvages ou avec des réserves, Et puis de temps en temps, vous avez quelques humains, mais bon, forcément, ils ont des fonctions incroyables. Ils vivent en haut des arbres ou Et justement pour rebondir et peut-être non, il y a pas de mais justement pour rebondir sur ce que tu dis et en réaction aussi à ces fameuses couvertures du National Geographic et qui ont contribué à dessiner un peu ces paysages vierges. Quand je disais tout à l'heure il y a un texte très important d'un historien de l'environnement, parce que c'est un des premiers dans les années 90 aux États-Unis à avoir revisité cette histoire de la wilderness, de cette nature sauvage. Il parle du problème avec la wilderness. Donc le problème, c'est effectivement cette conquête violente qui a conduit à la création de ces espaces protégés, mais c'est aussi cette conception d'une nature éminemment fantasmée et qui est en contradiction avec d'autres pratiques, c'est-à-dire c'est une matrice, une façon qui toujours articule conservation de portions de territoires fantasmés, vierges, nature sauvage, mais aussi, dans le même temps, logique de prédation, c'est-à-dire poursuite d'une politique extractiviste, par ailleurs, que ce soit l'industrie agroalimentaire, etc. Je dis industrie agroalimentaire, mais vous allez voir pourquoi est-ce que je pense à l'industrie agroalimentaire, mais tout type d'industrie extractiviste telles qu'elles peuvent se déployer aux États-Unis ou d'ailleurs en Amérique latine, en fait. Et c'est toujours cette matrice c'est cette matrice qui a circulé, en fait, et qui articule conservation et extractivisme. Une contradiction fondamentale, mais que beaucoup de sociétés appliquent, en fait, mettent en œuvre. Et alors, on va avoir des contestations, des formes de contestation, de dire le rapport à la nature ne doit pas nécessairement se matérialiser par la création d'espaces protégés, c'est-à-dire une forme de soin, c'est-à-dire de soins à apporter à l'environnement. Je veux dire, on peut être dans des formes de loisirs sans passer par la visite d'un espace protégé. Là, il y a des travaux qui avaient été menés aux États-Unis qui montraient la sociologie aujourd'hui. Qui est-ce qui visite les parcs nationaux aux États-Unis? C'est plutôt une classe moyenne, blanche, supérieure. Voilà. Donc, donc, il marque aussi cet héritage d'un rapport à la nature, mais qui est situé de cette Amérique blanche. Et que, par ailleurs, si on regarde auprès des populations afro-descendantes des États-Unis, là aussi, on a des travaux très intéressants de géographes, d'anthropologues, pas trop
Polo, mais géographe états-unien, qui documente en fait aussi d'autres rapports à la nature, notamment du point de vue des populations afrodescendantes, africaines-américaines, qui sont de l'ordre du travail de la terre, par exemple. Voilà, cultiver son jardin, produire de la nourriture, pêcher, faire des activités, par exemple. Mais il y avait cette peur aussi parfois chez certaines populations d'aller dans les espaces forestiers qui étaient associés à des espaces de lynchage ou autres. Enfin, c'est de dire aussi que les rapports à la nature, il est aussi situé par des expériences historiques, et que tout ceci a aussi encore un impact en fait aujourd'hui sur les pratiques. Et donc de dire que finalement parler d'un rapport à la nature, c'est pas nécessairement penser aire protégée, mais voilà, d'autres formes, comme je vous disais, autour de travail, d'interaction, oui, avec le vivant, qui sont autour de la production alimentaire. Et ça m'avait très marqué au Costa Rica, quand j'ai commencé un peu à regarder un peu plus la Costa Rica, un pays, 30% du territoire qui est protégé sous différents statuts, parcs nationaux, mais différentes réserves et autres. Et quand j'ai commencé un peu à mener des enquêtes sur la province caribéenne, qui est majoritairement habitée par les populations afrodescendantes, qui venaient en partie de Jamaïque, qui étaient venues travailler lorsque la United Fruit Company avait mis en place les plantations de bananes au Costa Rica. Là, je vous fais un peu l'histoire brève, mais au début c'était pour construire le chemin de fer, et ensuite, par manque de financement, est née la United Fruit Company, vous savez, la fameuse compagnie bananière. Elle est née elle a pris naissance au Costa Rica, et donc on a fait venir des travailleurs migrants de la Caraïbe, particulièrement de la Jamaïque. Donc il y a tout cet héritage afro-jamaïcain qui est présent dans la Caraïbe et au Costa Rica. Et du coup, je me rappelle avoir mené des enquêtes à partir de projets touristiques, notamment de familles afro-costariciennes. Et donc la façon dont l'activité touristique s'opérait, c'était voilà, de venir découvrir toute la plantation derrière la maison, donc de cette famille qui organisait en fait un tour et qui développait aussi tout un discours autour des savoirs médicinaux, mais aussi il y avait tout un discours autour de la culture afro-vegan, donc aussi une culture alimentaire végétarienne. Et donc parler de la nature, c'était parler de ce que l'on met dans son corps, c'était parler de l'alimentation. Parler de la nature, c'était parler du soin à travers les plantes. Et donc voilà, c'était un autre rapport à l'environnement qui ne passait pas, qui ne se matérialisait pas par l'entrée dans un parc national et aller observer les espèces naturelles et végétales, les espèces végétales et animales. Et donc c'est aussi un rapport situé qui est occidental. Enfin, en tout cas, on va dire, je ne vais pas employer des jargons, mais c'est une ontologie naturaliste, quoi. Cette idée de la nature séparée de la culture, mais qui a d'autres formes de rapport au vivant et qui peuvent être promues aussi à travers des projets touristiques. D'où peut-être je rebondis sur le tourisme, ça peut être aussi un espace pour véhiculer d'autres discours de résistance aussi, visibiliser des luttes environnementales, visibiliser d'autres formes d'engagement avec l'environnement, comme je l'évoquais dans le cadre de cette famille qui vit de l'activité touristique. Est-ce que par exemple, on revient sur le truc de nous qu'on hérite en tant qu'occidentaux de la distinction de nature-culture qui fait qu'on va séparer du côté une espèce de nature qui a un parc de loisirs, une cour de récré, qu'on aura mis sous cloche. Oui. Et une fois qu'on a mis ça sous cloche, on se dit en fait le reste on en fait ce qu'on veut. Exactement. Et on le laisse à la production bien dégueulasse, etc. Exactement. Là où tu dis que dans d'autres cultures on va inclure des activités productrices dans le soin, dans la conception du soin, oui. Je pense à un truc très concret, le woofing. Par exemple, est-ce que ça peut être une espèce d'entrée dans quelque chose qui est où on est à la fois touriste, en même temps on est acteur d'une production locale et donc et puis en lien avec des personnes, etc. Et donc là on peut rentrer dans un truc où est-ce que justement ces trucs-là sont repris par l'industrie touristique et encore des procédés de ce qui pourrait être intéressant là-dedans, quoi. Alors le woofing, ça n'est pas repris par l'industrie touristique. En fait, le woofing, ça consiste à simplement aller travailler avec des agriculteurs et des paysans. Donc c'est des gens qui sont déjà dans... Alors ça dépend, si vous allez
chez des gens qui font de l'agriculture extractiviste. Enfin, vous voyez, la question, c'est pas... En fait, c'est simplement, c'est quoi le woofing? C'est un nom sexy mis sur une plateforme qui permet, en fait, d'aller faire un séjour à la ferme où vous travaillez, et en échange, vous êtes nourri, vous avez un échange, et puis ça crée un réseau, etc. Mais concrètement, ce qui compte, c'est vous allez faire quoi, où? Si vous allez dans un... Et est-ce qu'il n'y a pas un... Je connais pas le truc passé, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un cahier des charges un peu justement qui au départ, c'était tout ce qui est très extractiviste, très dégueulasse. En fait, il y a bien mal de gens qui ont travaillé là-dessus, c'est-à-dire oui, mais en fait, concrètement, les expériences sont très variées, on va dire. Voilà, ça. Les témoignages. C'est-à-dire, il y a des gens qui vraiment accueillent en fait des personnes qui ont envie de comprendre, par exemple, mais ils vont accueillir plus facilement des gens qui auraient envie peut-être d'ouvrir une ferme, et donc ils vont travailler ensemble, etc. Puis il y en a d'autres pour qui se disent, écoute, s'il y a des gars qui veulent venir travailler gratos, tant mieux. Donc voilà, donc en fait, on peut pas faire, par exemple, on peut pas faire une généralité en fait. Voilà, et puis il y a quelque chose qui en plus renvoie à quelque chose d'un peu désagréable et qui renvoie justement à ce côté-là qui est le white savior, en fait, ce qui est le woofing au sud. Les mecs, enfin, vous voient arriver. C'est pas le touriste qui arrive pour 15 jours qui va faire fonctionner la ferme en fait, concrètement. C'est d'autres apports en fait, d'accord. Et donc il y a des systèmes comme ça, j'en connais un, alors c'est pas vraiment du woofing, mais qui fait des stages au Bénin c'est un espace qui a été monté qui est présenté comme local, mais qui est monté par un prêtre américain. Et donc là, vous avez plein d'Occidentaux qui viennent faire des stages sur la permaculture, etc., et qui payent très très cher, ce qui permet à d'autres jeunes locaux de travailler à coup de bâton. Et voilà, mais en fait, ce qui finance la machine, l'ensemble de la machine, c'est bien ce que payent les stagiaires, hein. Ça n'est pas leur participation concrète. Pourquoi pas? Mais simplement, c'est pas la peine de se raconter une histoire. Voilà, la question c'est tous ces systèmes-là, en fait, qui relèvent de ce qu'on appelait le tourisme solidaire. Voilà, solidaire, oui, si vous construisez quelque chose avec la personne, en fait, ou si vous ne pensez pas que ces personnes-là, que ce soit une ferme ou autre chose, finalement, vous allez les sauver. Et avec votre apport, mais on trouvait ça dans les années 60 avec des gens qui pensaient aller aider la révolution castriste en plantant de la canne à sucre. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de voilà, un peu... Hein, oui, pardon? Oui, comme vous saviez. Oui, du coup, je vous avais question du tourisme humanitaire, enfin pour les imaginaires, où du coup, il y a encore un imaginaire qui n'est pas celui d'un espace qui est intouché par l'homme et qui est vierge et qui a conquérir, mais qui justement est peuplé et qui doit les sauver, un peu l'européen en tout cas doit les sauver. Et je me pose la question de si ces deux imaginaires, ils se renforcent ou s'ils rentrent en collision, est-ce qu'ils concernent les mêmes populations et les mêmes espaces? Tu veux que je commence? Oui, vas-y, sur le tourisme humanitaire, moi je sais pas. En fait, je pense que c'est directement un des effets en fait, d'une construction coloniale qui implique en fait une relation d'inégalité, en fait, un imaginaire de l'inégalité. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, il y a évidemment des problèmes, etc. Mais quand vous avez alors il y a l'humanitaire et le développement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais quand vous avez un problème humanitaire dans un pays, vous n'avez pas besoin de touristes concrètement. Vous avez besoin de logisticiens, de médecins, enfin ouais. Donc en fait, par contre, il y a des associations humanitaires qui utilisent le tourisme comme Planète Urgence, etc., où vous allez payer. Finalement, cet argent va servir à autre chose, mais il y a eu des effets très connus. Un orphelinat au Vietnam, où vous payez pour participer à reconstruire un orphelinat au Vietnam qui est reconstruit toutes les 3 semaines, parce que il y a des groupes de 15 jours, et vous imaginez les effets pour les enfants qui sont sur place. On connaît des histoires aussi d'enfants qui sont loués à leurs parents pour accueillir des touristes humanitaires. Enfin, des histoires comme ça, il y en a plein. Donc c'est pas... voilà. Après, il y a des projets, par exemple dans le cadre de coopération décentralisée sur 20 ans, où se mettent en relation entre par exemple des villes, des choses comme ça, ou des villages, des choses sur le plus long terme. Mais de toute façon, le tourisme humanitaire, il part toujours de ce principe de white savior. Tout prétexte que vous êtes un petit occidental, vous allez vous retrouver dans un autre pays, vous allez sauver, même s'il s'agit de planter des oignons, vous ne savez pas planter des oignons en fait. Donc, et moi non plus, je veux dire, mais concrètement, ça participe quand même d'un imaginaire en fait qui sous-tend l'idée qu'il y a une inégalité et que votre présence apporterait
une solution en fait à des problèmes qui sont souvent bien plus complexes. Par exemple, la question de tous des gens qui viennent construire des écoles. Le problème n'est pas d'avoir des gens qui savent construire un bâtiment. Le problème, c'est d'avoir des enseignants formés, rémunérés, qui reçoivent leur salaire tous les mois, avec des États qui sont défaillants parce qu'ils ont été mis en péril par les ajustements structurels. Donc c'est pas la question de construire l'orphelinat, c'est la question d'avoir du personnel formé. Et voilà. Ce qui est beaucoup plus compliqué que de passer 15 jours, c'est clair. Mais voilà, ça participe malheureusement du même imaginaire. Mais justement, est-ce que du coup il y a eu un déplacement dans l'imaginaire lié au tourisme par rapport à avant ces terrains vierges qui étaient à coloniser, à conquérir ou à consommer, à maintenant à préserver? Et en fait, cette préservation serait justement une nouvelle forme de colonisation où en fait, pour préserver, ils ont besoin de nous. Ils et elles ont besoin de nous. Et du coup, je pense beaucoup au Costa Rica où en fait il y a l'écotourisme, où nous on est vu comme une solution de préserver. Et du coup, ils basent toute leur communication et leur marketing sur leurs besoins, et je trouve ça encore plus vicieux à combattre, dans le sens où les gens ont l'impression, en plus de faire quelque chose de bien en faisant du tourisme. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et comment contrer ça, parce que en fait, il y en a beaucoup aussi, la première qui pensait aller aider, et en fait, grosse désillusion, mais pas pour tout le monde, et en fait, ça je trouve ça vachement dur, parce que c'est un peu justement un déplacement de cette image de tourisme, en fait, de tourisme sauveur, mais c'est pas encore de l'humanitaire, c'est dans un entre-deux. Et du coup, avec cette idée aussi de folkloriser les cultures, où en fait, grâce à nous, cette culture va se maintenir. Et justement, les Touaregs, on se dit, ils disparaissent, ouais, mais justement, je vais aller les voir parce que comme ça, je vais donner de l'argent. Et je trouve ça vachement plus dur à déconstruire celui-là, parce qu'en fait, il est un peu un interstice entre plusieurs choses. Mais c'est pas forcément totalement... vas-y, peut-être commence sur le Costa Rica. Oui, peut-être. En fait, j'ai presque envie de faire un peu la même réponse que tu as apportée du point de vue de l'humanitaire, mais c'est marrant. Mais c'est amusant que vous posiez cette question, parce que quand tu répondais sur l'humanitaire, je disais qu'il y avait aussi cette figure de l'écotouriste qui vient aussi finalement financer la conservation. Et là, idem, je dirais qu'il faut aussi resituer ça dans des enjeux qui sont beaucoup plus complexes. Et là, je prendrais deux exemples de quelle façon l'écotourisme peut être instrumentalisé par des acteurs touristiques, mais des pays concernés. Exemple, je vais en parler à Saskia, l'exemple du Guatemala, par exemple, il y a un travail très très intéressant qui avait été mené sur un parc national de Terrona, sur la façade caribéenne, et qui montrait comment l'État colombien donc, avait accordé une concession à une entreprise privée de services touristiques, avec donc, tout l'argumentaire, c'est de dire on justifie la privatisation d'une certaine façon de terre pour garantir la conservation, donc le tourisme pour la conservation, d'accord, avec l'idée de faire venir des touristes soucieux de l'environnement et des investissements responsables. Donc, ce qui se joue derrière, c'est de la militarisation du territoire, c'est-à-dire sous couvert de il faut sécuriser l'arrivée des touristes, eh bien, on fait intervenir l'armée, donc c'est des logiques de militarisation, des logiques d'accaparement des terres. D'ailleurs, il y a la notion en anglais de green grabbing, donc land grabbing et la green grabbing, parce qu'il y a tout ce discours éco-logique qui nourrit la justification de l'appropriation des terres, et une criminalisation de certains groupes sociaux qui sont jugés comme prédateurs, notamment des paysans, des populations afro-colombiennes. Et par contre, les populations indiennes sont perçues comme centrales dans la promotion touristique du territoire pour leur savoir autochtone, etc. Donc il y a tout ce dispositif-là qu'elle décrit. Derrière, finalement, la mise en tourisme de ces terres protégées, sous couvert d'écotourisme, sous couvert de faire venir les investissements responsables et des touristes soucieux de l'environnement, et bien qu'est-ce qu'on a derrière? Privatisation des terres et militarisation. De la même façon, autre exemple, au Guatemala, pareil. On va avoir derrière la promotion d'une portion du territoire, on va avoir réserve de biosphère, des parcs nationaux, eh bien on va mobiliser l'argumentaire de la stratégie écotouristique, mais là aussi ça va conduire à de la militarisation. On va créer, en 2010 ils ont créé un bataillon vert, sous prétexte aussi de garantir la sécurité des touristes. La sécurité, c'est l'alpha et l'oméga finalement pour le touriste qui se rend dans un certain nombre de pays du sud global. J'ai cru comprendre qu'on ne disait plus d'ailleurs sud global, mais voilà, des pays du sud. Et là pareil, au Guatemala, on va avoir cette même logique de militarisation.
Là aussi, un travail très intéressant en écologie politique qui revient un peu sur tout un gros projet touristique qui a été mis en place. Pareil, dans la contradiction, il y a une concession qui a été apportée pour un projet touristique et dans le même temps, donc toujours dans l'argumentaire de conservation de la nature, et dans le même temps une concession qui a été apportée aussi à une compagnie pétrolière franco-britannique. Donc on articule très bien conservatrice, conservation, prédation au sein de ce même espace. Mais concrètement, cette militarisation, ce que ça rejoue aussi, finalement, au Guatemala, on est dans un contexte qui a connu la guerre civile de, grosso modo, 1950, fin des années 50, 56, me semble-t-il, jusqu'à, je ne peux pas dire de bêtises, mais début des années 90, 96 peut-être, non mais donc, des années d'insurrection. Et donc, derrière cette stratégie écotouristique de l'État, c'est une logique contre-insurrectionnelle qui se met en place, c'est-à-dire de faire un peu rejouer la guerre civile, de contrôler, de criminaliser un certain nombre de groupes sociaux, parmi lesquels les populations indigènes, les paysans, qui soutenaient, au moment de la guerre civile, l'insurrection. Donc voilà, et donc du coup, on voit que finalement, l'écotouriste ici, c'est un petit maillon d'un système qui est beaucoup plus complexe, de militarisation, d'accaparement des terres, de privatisation, de dépossession, d'éviction des populations. Donc j'ai envie de dire, c'est pas tous les projets écotouristiques ne sont pas comme ça. C'est la même chose qu'on disait tout à l'heure, c'est aller au cas par cas, de voir quelles sont les dynamiques territoriales, qu'est-ce qui se joue derrière ces projets-là en fait. Donc là, effectivement, ce sont deux exemples qui montrent qu'on est sur des logiques économiques, capitalistiques, étatiques, très, très sérieuses derrière le projet écotouristique. Et au Costa Rica, justement, comment les populations locales s'investissaient, ou en tout cas, est-ce qu'ils y participaient, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était géré par des Blancs pour des Blancs? Non, alors au Costa Rica, c'était un peu différent. Bon, même si j'ai soulevé un peu cet enjeu, finalement aussi par rapport à d'autres formes d'engagement avec le vivant, avec l'environnement, qui montrent que c'est un rapport situé, en fait, de parler de parc national et d'aller à la visite des parcs nationaux. Mais le Costa Rica, il faut revenir un peu à l'histoire, effectivement, du territoire. On n'est pas sur les configurations, par exemple, d'Afrique du Sud, de création des parcs nationaux, hyper ségrégés, une ségrégation socio-spatiale dans laquelle se rejouent, finalement, des logiques raciales. Ceci étant, toute ma démonstration au Costa Rica, c'était essayer de montrer que derrière le discours de la nation verte, aujourd'hui, le Costa Rica, c'est vraiment la promotion de la diplomatie verte, le pays vert. Il y a toute une construction, à la fois un dispositif législatif depuis les années 90, une construction pour montrer on est le pays vert, la nation verte. Mais il faut savoir que le Costa Rica, au 19e, au moment des indépendances, ça a été la nation blanche. Tout l'imaginaire national, c'était nous sommes modernes, nous sommes différents des autres pays de l'isthme centra-américain parce que nous sommes blancs. Donc il y a eu tout un discours de la blanchité qui se réactive à travers la différence verte, d'une certaine façon de dire nous sommes différents. Alors, et tout le même vocabulaire, nous sommes plus démocratiques, plus pacifiques, etc. Parce que nous sommes pro-environnement, mais de cette façon, c'est aussi une reconfiguration d'un discours qui était basé sur la blanchité. Donc il y a effectivement une logique un peu, qui est un peu complexe qui se met en place. Et on n'a pas encore parlé de l'industrie. Bon, il est déjà 20h30, on passe donc à la partie 2 sur l'industrie hôtelière et aérienne. Partie 3. Ouais, on va réduire sur la partie. Je pense que vous savez tout sur la. En plus, on a déjà dit des choses. Ouais, on a dit plein de choses déjà. Enfin, puis on a même dit un peu des éléments, mais voilà, sur l'industrie. Grand 1, grand 2, grand 2, 2, 3, 3. Donc le grand 1 englobe, voilà. Oui. Si je peux juste me permettre un petit peu, c'est ça, on dit plusieurs fois le terme depuis le début. Si on pouvait arrêter de parler d'Indiens d'Amérique. C'est pour ça que tout à l'heure je trouvais plus le mot native américaine, mais je sais plus. Voilà. En fait, au Canada, c'est les populations d'ailleurs. J'avais lu ça aussi, les populations autochtones, on disait au Canada, ou les Premières Nations. Oui, les Premières Nations. Nation première, ok. Mais sinon, américain natif. Mais oui, c'est ça que tout à l'heure je cherchais. Native Americans, oui. Mais juste par indien, quoi. Oui. Juste pour ajouter quelque chose de tout le discours que j'ai entendu tout à l'heure, ça me fait penser à ce qui se passe aussi en France. On a beaucoup de marketing territorial. Et là, par exemple, une des régions les plus en pointe là-dessus, c'est l'Occitanie. Et elle a une charte qu'elle donne à toutes les agences touristiques et les hôtels, etc. Et elle leur dit quel type de photos il faut prendre,
combien de personnes sur les photos, quelles attitudes ils doivent avoir, quelles émotions ils doivent représenter, quels mots ils doivent utiliser, et c'est une charte hyper complète que vous pouvez trouver sur Internet. On est en train de l'adopter aussi en Isère, sur d'autres termes, parce que chaque région et chaque département doit se positionner sa marque, et nous par exemple en Isère, on serait naturellement endurant, innovant, parce qu'on est dans une zone avec des industries technologiques et des universités. Et donc tout ce discours on parlait d'exotisme, mais là aussi c'est endurant dans le rapport à la montagne. En fait, c'est parce que le but du marketing, c'est d'attirer non seulement les touristes, mais des gens aussi qui peuvent ensuite devenir résidents. Oui. Et donc ça tape à la fois sur l'imaginaire de loisirs, mais de travail aussi. Donc, et autant mis dans les images pour, par exemple, promouvoir l'Isère, des images de l'intérieur de l'ILL, qui est pour la production de l'atome, de centre atomique, à Grenoble. Et autant des gens qui courent en short pour faire du trail, que des gens qui font du ski, que des gens dans des laboratoires, etc. Et donc voilà, c'est ce que vous dites tout à l'heure sur une image, un mythe qui est créé du grenoblois sportif en short qui fait du nucléaire. Et au mépris de ce que vivent la plupart des gens de ce territoire, l'intérêt fondamental de ces politiques, c'est de faire venir des populations dites solvables. Donc bon voilà, c'est clair, c'est l'argent qui compte. Dans d'autres régions du sud, c'est par exemple les retraités qui se cherchent à faire venir, les retraités parisiens. Donc on va essayer de leur aménager un imaginaire qui les attire. Et après, il y a le démarketing, c'est faire fuir certaines populations. Comme il y a eu à Amsterdam, faire fuir les populations, les jeunes venus chercher de la drogue. Et donc on mettait des images de famille, etc. pour les chasser. Ou dans à Bruges, c'est très intéressant la politique de démarketing de Bruges. Et dans le cadre de Marseille, trop de monde, etc. Donc essayer de faire fuir les gens en montrant des images bondées de touristes, etc. Donc, oui, c'est très intéressant. Alors c'est drôle parce que comme ça fait un peu longtemps que je travaille sur ces questions, parce que je travaille sur la communication, les politiques touristiques dans les années 2000. Donc j'ai fait ma thèse là-dessus et en fait c'est une espèce de truc de cycle en fait. Il y a des consultants qui vendent du marketing territorial où chacun choisit. Alors il y a un moment c'était chacun sa couleur et ça s'appelait le marketing identitaire. Je me souviens de réflexion assez sur ce terme marketing identitaire. Donc ça c'était il y a 15 ans. La mode c'était le marketing identitaire. Donc chaque des régions devait se trouver une couleur. Et voilà. Donc là on est dans des trucs comme ça. Mais évidemment il y a la même chose. Le tourisme, en fait, c'est aussi faire venir, ce que vous avez dit, des populations qui vont rester. Et ça, c'est le cas depuis un certain nombre d'années. Mais avec le confinement, ils se disent, de toute façon, il y a plus de gens qui viennent de l'international. Donc, c'est aussi bien d'avoir les télétravailleurs, des gens solvables et tout ça. Mais finalement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bureau de tourisme qui ouvre dans les colonies dès qu'un pays est colonisé. Hein. Parce qu'en fait, il faut des gens qui aillent s'installer, qui apportent l'argent, mais c'est aussi le cas du marketing culturel avec les villes européennes de la culture. Il y a des enjeux aussi qui ne sont pas que faire vivre une année culturelle pour les populations, hein. Marseille 2013, etc. Derrière, il y a des enjeux et ça a des effets sur la hausse des loyers. Voilà. Beaucoup plus en fait que, d'une certaine manière, des visiteurs qui vont rester 15 jours ou 3 jours et qui vont repartir. Mais effectivement, ça participe d'une politique. Alors, je ne savais pas pour l'Occitanie qu'il y avait le nombre de personnes sur les photos et qu'on était reparti sur cette espèce de sectorisation des régions, mais c'est par cycle, hein. Tous les 10 ans il y a ça. La question ça me fait penser aux retraités qui s'expatrient au Maroc, par exemple. C'est l'or gris. Et c'est pareil, ça joue de l'imaginaire, du soleil, du mode du... Alors au Maroc, c'est beaucoup des personnes, il y a beaucoup de retraités, mais beaucoup de classes populaires en fait, et on trouve ça aux États-Unis aussi. Hein, à cause du niveau de vie, quoi. Et sur la petite côte à Sali, au sud de Dakar, il y a beaucoup aussi de gens qui prennent leur retraite, qui finalement vont changer de classe sociale en changeant de pays en fait, et qui prenant leur retraite dans des pays du sud, en fait, vont se retrouver en situation d'ascension sociale soudaine. Et c'est pas les mêmes personnes que celles qui vont être ou les régions françaises on va se tenter d'attirer certaines catégories sociales et puis d'autres finalement certaines n'ont pas du tout les moyens même de rester en France en fait. Et donc au Maroc il y a comme ça
plein de gens qui vivent 6 mois de l'année au moins au Maroc et ils vont être entrés dans des catégories touristiques, mais en fait c'est de l'habité polytopique, où c'est des gens qui habitent dans plusieurs endroits à la fois et qui vont habiter 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre. Mais ça peut être des personnes qui par ailleurs sont des retraités de classe extrêmement populaire, mais qui vont trouver en fait dans un pays du Sud une ascension sociale qu'ils n'auraient pas pu vivre dans leur pays d'origine. Il y avait quelqu'un qui voulait oui, non, mais sur la notion des termes aussi, c'est que je ne sais pas comment on traduit en français, mais je sais qu'il y a une union un peu américaine des personnes indigènes. On demande à traduire indigène en indigène, mais je ne sais pas comment ils veulent le traduire dans notre langue française. Je sais pas parce que le terme indigène est plus connoté plus colonisé dans sa connotation française qu'en espagnol. Donc je ne sais pas comment on peut traduire en français. Pour rebondir sur le terme qu'est-ce qu'il faut pour la population native indigène un autre truc ici, moi, qui m'a marqué, je suis notamment au Costa Rica et en Colombie. Moi, un facteur clé qui est souvent représenté, c'est le néocolonialisme, le tourisme au point de néocolonialisme. C'était au sein des hostels qui sont tenus par des étrangers, qui emploient des personnes, qui accueillent des étrangers, qui récupèrent l'argent étranger en employant les bas salaires et le manque de droits sociaux des personnes locales, qui du coup, c'est vraiment de l'argent qui tourne entre occidentaux en employant les bas salaires et le manque de droits sociaux des travailleurs sur place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué fortement, parmi d'autres choses aussi, le fait, par exemple, Tamarindo aussi, des zones touristiques entières au Costa Rica, par exemple, qui sont tournées entièrement vers la population occidentale, notamment états-unienne, qui du coup font des zones totales, des zones entières, où le prix est beaucoup trop grand pour la population locale, pour les Costa-Ricains, pour les Colombiens, peu importe, et qui font une zone entière dédiée aux touristes. Et ça, c'était vraiment une illustration concrète de ce qu'est des villages, d'une expansion néocoloniale, pour reprendre les termes de certains groupes. Mais voilà, c'était deux. Quelle transition. Oui. Magnifique. Peut-être tu veux dire un mot sur justement la division du travail. On en avait Oui, parlé justement, c'était un des points qu'on voulait aborder sur la question. La partie 2.2.1. L'industrie, en fait, aérienne et l'industrie hôtelière, et donc l'industrie hôtelière sur place. Alors, c'est aussi. On va reparler peut-être avec le Costa Rica, je laisserai Linda parler, mais en fait dans l'industrie hôtelière, mais aussi dans le tourisme, il y a l'industrie de la restauration, vous voyez les mesures, 34 milliards d'euros pendant la pandémie dédiés à l'industrie du tourisme. Dedans, c'est la restauration et l'hébergement. En fait, on vous dit toujours que le tourisme, par exemple en France, on vous dit le tourisme, c'est formidable parce que ça ne peut pas être délocalisé. En fait, concrètement, l'industrie du tourisme opère une délocalisation constante en ayant recours à des personnes travaillant en dessous ou hors des conditions de travail et des salaires minimum. Et c'est pour ça qu'il y a une défection absolument totale actuellement, non seulement des personnes qui étaient... travaillent au régime légal, mais se sont rendus compte pendant le confinement que, par rapport à ce que faisaient les autres gens, c'était insupportable. Et puis, toutes les personnes qui travaillent justement dans les arrière-cuisines ou dans les chambres. Vous avez suivi peut-être les manifestations, les mobilisations des femmes de chambre des grands hôtels parisiens. Ou des petits hôtels d'ailleurs, pour l'accès à des droits minimums. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose en fait dans ces relations coloniales, post-coloniales, qui se joue pas, vous avez absolument raison, mais elle se joue aujourd'hui, tous les jours, aussi dans l'industrie du loisir. Et vous avez aussi la manière dont les grands groupes en fait internationaux, qui ont la plupart justement des grands hôtels en fait, vont par exemple en Tunisie, vous avez des gens du sud de la Tunisie qui vont aller travailler dans les cuisines des hôtels, resorts du nord de la Tunisie, et c'est aussi des manières d'accéder à la migration dans certains cas, et après ils vont se retrouver dans des cuisines, dans des restaurants en Europe.
Europe. Voilà, donc c'est aussi le tourisme, ça permet d'observer quelque chose qui a à voir avec justement le capitalisme postmoderne. Hein, c'est aussi le capitalisme de plateforme et tout ce qu'il y a derrière. Hein, les gens qui font, ben voilà, on va pas regarder. Mais ça ouvre plein de choses. Et juste avant de passer la parole à Lina, je veux dire que le tourisme, il est défini par l'industrie, par l'Organisation mondiale du tourisme, qui est un organisme qui dépend des Nations Unies, mais qui est en fait financé par l'industrie aérienne et la hôtelière, comme quelqu'un qui passe plus d'un jour et moins d'un an hors de chez lui. Donc avec ça, vous faites ce que vous voulez, en fait. Et en fait, ce qui est pris en compte dans les statistiques, les études, c'est l'hébergement marchand. Et en fait, jusqu'à la pandémie, c'est le tourisme international. Et donc en fait, il y a une espèce d'encadrement qui n'a rien à voir avec la réalité des vacances, de loisirs de la plupart des gens du monde, mais qui en fait définit en fait un cadre qui donne une définition, qui donne des critères et qui va mettre dedans par exemple la restauration, quels que soient les gens qui vont aller manger dans ce restaurant. Et donc ça nous encadre aussi, ça fait partie aussi des imaginaires tels qu'ils sont construits. Qu'on pense tourisme, on pense avion. Parce que tourisme, on a été construit comme ça avec l'idée que le tourisme est forcément tourisme international et que c'est pas un jeune Guinéen qui a envie d'aller visiter le Mali et qui va prendre 3 taxis et qui va dire je vais voir Tata et qui va en fait à l'aventure, qui va rencontrer des gens, etc. Non, le tourisme, c'est vous allez dans un aéroport, prenez un avion, vous allez avoir un visa, vous avez la force de votre visa, et puis voilà. Et donc ça, il faut voir aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes d'emprise sur nos imaginaires. Mais oui, non, je n'allais pas... peut-être, oui, compléter ce que tu évoquais comme le tourisme. Le tourisme, c'est vraiment un laboratoire, effectivement, pour toute une série de rapports de pouvoir. Et ce que vous évoquiez sur le cas de formes de ségrégation socio-spatiale, pour même rajouter socio-raciale, spatiale, ce que j'évoquais un peu dans la Caraïbe. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qui sont à l'œuvre. Saskia, tu as parlé de la division du travail, enfin, je veux dire, mais je pourrais aussi rajouter la question du genre, et notamment dans le cadre du Costa Rica, il y a aussi pas mal de travaux qui ont été faits par des anthropologues qui documentaient aussi ces pratiques touristiques de femmes blanches, occidentales, enfin, voilà, venues d'Europe et des États-Unis, venant consommer de cette façon le corps noir. Et donc entretenir des relations avec une nouvelle forme un peu de tourisme sexuel et donc qui venait entretenir des relations avec les hommes noirs. Il y a une thèse qui a été faite aussi récemment sur le cas du Pérou, de femmes aussi blanches se rendant au Pérou et à la recherche aussi de relations avec les hommes dont elles érotisent aussi le corps, qu'elles racialisent de cette façon, hein, donc avec toute cette histoire aussi de la racialisation et l'érotisation du corps noir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la promotion touristique du Costa Rica, quand on regarde, ça c'était à peu près... il y a quelques années maintenant, mais l'Institut costaricien du tourisme publie des affiches promotionnelles par région. Donc le Costa Rica est divisé en plusieurs régions. Et donc dans la plupart des affiches, des plupart des régions, c'est souvent un couple blanc de touristes blancs qui est figuré derrière une scène de paysage par région. Mais pour la région Caraïbe, l'affiche, c'est un corps noir avec les dreads, de l'ox, donc tout le stéréotype qui renvoie à la fois à l'imaginaire rasta, caribéen, etc., dansant sur la plage avec une femme blanche. Donc voilà, c'est des choses aussi qui sont probablement bien saisies par un certain nombre d'acteurs du tourisme qui n'hésitent pas à promouvoir aussi. Donc en termes de laboratoire de rapports de pouvoir de classe, de race, de genre, qui sont à l'œuvre et qui effectivement peuvent être explorés. Et donc ce qui se joue effectivement... Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, qu'on retrouve aussi partout en fait, hein, mais on trouve beaucoup en Gambie, au sud du Sénégal, mais aussi à Zanzibar, pour ce qui concerne, en Haïti, il y a eu, vous avez peut-être vu Vers le Sud, non pas Vers le Sud, cette nouvelle qui a donné lieu à un film. C'est quelque chose qui est... tout le travail de Sébastien Roux. Oui, Sébastien Roux sur le tourisme sexuel en Thaïlande. Donc pour juste resserrer la question de l'industrie et en venir aux initiatives ou des choses pour finir, juste vous souvenir qu'en moyenne 80% de ce qu'un touriste du Nord dépense dans un pays du Sud revient au pays du Nord.
Et en fait, non, c'est 87%, et dans le cadre de tourisme dit solidaire, etc., c'est 80%, quelque chose comme ça. Après, les choses peuvent changer, hein, mais ça, c'est une moyenne. Par mais exemple, pourquoi ? Parce que l'avion, l'hôtel, ce que vous allez manger dans l'hôtel, etc. Donc en fait, le problème n'est pas tellement... alors il y a des pays qui choisissent d'avoir une aviation locale, en fait, une industrie, enfin une compagnie aérienne du pays, hein, ça, ce qui veut dire des taxes et tout ça. Mais il y a voilà. La question, c'est pas est-ce que je vais dans un loft écolo, etc. C'est ou est-ce que je vais dans une chambre d'hôte, ou est-ce que je vais dans un hôtel. C'est aussi qui tient l'hôtel. C'est-à-dire, si vous êtes dans un hôtel qui est tenu par des gens localement, en fait, qui vont faire travailler des gens localement, bah, en fait, ça peut être que finalement, si la question que vous posez, c'est comment est-ce que vous participez à l'économie locale, peut-être que vous avez beaucoup plus participé qu'en passant par une association qui reverse 4% de ses bénéfices. Vous voyez ? Moi, j'avais travaillé sur Airbnb au Sénégal, et c'était absolument impressionnant parce qu'il y a une offre de loisirs très importante, une offre d'hébergement très importante. J'avais pas trouvé, alors c'était il y a 2 ans, ça a pu changer, hein, il y avait quelques couples mixtes, mais sinon il n'y avait que des Français ou des Anglais. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble de l'offre d'hébergement alternatif à l'hôtellerie était tenue par des Occidentaux pour des Occidentaux. Vous voyez, alors que par ailleurs, il y a des hôtels tenus par des Sénégalais, etc. Mais c'est pas là où vont les touristes, même ceux qui veulent faire alternatif. Donc voilà, c'est pas pour donner ça, c'est juste pour vous rendre compte que c'est pas forcément le type de circuit, de voyage, de séjour qui va déterminer en fait l'interaction que vous aurez ou les effets que vous aurez avec le pays dans lequel vous vous trouvez. Oui ? Et en plus, ce qui est terrifiant avec ça, c'est que les touristes eux-mêmes légitiment cette action en disant oui, on vient ici, on crée des emplois, on leur apporte de l'argent, alors qu'il y a une non-connaissance totale des cibles qu'il y a. Surtout qu'en plus, c'est même si on apporte de l'argent au pays dans lequel on visite, ça crée une dépendance totale au pays. Et quand on voit par exemple lorsqu'il y a un souci sanitaire, exemple le confinement qui est en France, et ben ça fait des dépendants total d'une économie qui s'effondre parce que les touristes occidentaux ne viennent plus. Et ça fait, je crois que c'est la Tunisie qui a 40% de son PIB qui est basé sur le tourisme. Et le fait de cet apport économique que Corée occidentaux est en fait très dépendant de nous. Si on décide qu'on est confiné, on ne vient plus parce que voilà. Et du coup, ça fait une énorme partie du financement du PIB des pays qui reçoivent les touristes qui s'effondrent avec. Et du coup, l'argument de dire on est là pour aider est totalement là-dessus parce que ça crée une dépendance totale à un touriste. Juste si ça me fait penser aussi souvent dans ces cas-là, c'est pas dans le cadre du Covid, mais je sais par exemple au Costa Rica, il y a quand même aussi une politique très active de promotion du tourisme national. Il y a énormément de pays en fait dans lesquels, je pense notamment au travail d'Emmanuel Pével au Vietnam, où on est beaucoup aussi sur du tourisme domestique et pas surreprésenter l'apport du tourisme international. Si on regarde les travaux en Amérique latine, c'est aussi beaucoup de tourisme régional. Bien sûr, la Caraïbe et les pays centrales. Bon, j'évoquais beaucoup le rapport Nord-Sud avec États-Unis, Canada, mais au Pérou, ça a été une politique très tôt de promotion du tourisme national. Si on regarde par exemple en Argentine, c'est aussi des mobilités de Brésiliens qui se rendent en Argentine. Enfin, il y a aussi beaucoup de mobilité intra-régionale et donc pas surreprésenter un tourisme de type nord-sud. Si on regarde le travail de Nathalie Raymond sur le tourisme dans les Amériques, elle insiste beaucoup en disant que c'est essentiellement du tourisme domestique et du tourisme intra-régional. Bon, elle parle aussi du cône sud, avec bien sûr, quand on regarde dans l'espace insulaire caribéen, on est sur des proportions extrêmement folles de tourisme international occidental. Mais voilà, pas tous. Enfin, il faut regarder aussi certains pays où il y a du tourisme national ou régional très important. En fait, l'industrie touristique ou l'artisanat touristique n'est pas pire qu'une autre industrie, mais simplement, le problème, c'est la mono-industrie. Et c'est la mono-industrie avec uniquement l'idée, construite par l'Organisation mondiale du tourisme, parce que c'est l'industrie aérienne, que on est compté et on ne valorise que les transferts, les mobilités internationales. Vous voyez avec les politiques de tourisme françaises, là, en tout cas jusqu'à 2020, c'était de faire venir absolument les touristes chinois. Et pendant le confinement, on s'est rendu compte que ce qui a maintenu en fait la saison, c'est les vacanciers français. Et ils n'ont pas parti plus qu'avant.
Simplement, on ne voulait pas les voir avant. C'est une grosse différence. Et en fait, dans plein de pays, le tourisme national est extrêmement majoritaire, même dans des pays qui ne le comptent pas parce que, en fait, pour eux, c'est les gens rentrent au village ou les gens rentrent dans leur famille. Donc, ils ne vont pas forcément mettre en place un compte de tourisme de calculer ça, puisqu'ils ne vont s'intéresser qu'aux entrées en territoire. Mais si on s'intéresse dans le détail, en fait, de comment est-ce que des gens qui sont dans un endroit vont passer un séjour dans un autre endroit, on s'aperçoit finalement que, quel que soit le pays, finalement, il y a un mouvement des mondes urbains vers les mondes ruraux, par exemple, pendant les vacances, notamment des enfants, pour des fêtes familiales, pour des fêtes religieuses, etc. Et ça, ce n'est pas rentré dans les statistiques, puisqu'on est toujours, c'est entrée au territoire. Donc on peut complètement revoir et repenser la question du tourisme, ou les questions du loisir, en fait, avec l'idée de visiter, de découvrir, mais aussi la plupart des gens ne veulent pas faire de tourisme, ils veulent juste se reposer en fait, en famille, et il n'y a pas de problème avec ça. Et on pourrait complètement faire une autre histoire du tourisme et des vacances si on prenait d'autres indicateurs, enfin c'est ce qu'on essaye de faire, que ceux qui sont construits en disant le tourisme arrive au milieu du 19e, il est construit par les Anglais, et puis ensuite le grand tour anglais, puis les Suisses qui organisent l'accueil, et puis enfin les Anglais, enfin voilà, et puis les Français c'est le patrimoine, et voilà. En fait, la plus vieille auberge du monde, elle est japonaise, elle a ouvert au 7e siècle et c'est tenu par la même famille. Hein. Le tourisme culturel chinois, ça a au moins 4000 ans, enfin voilà. Donc il y a une autre histoire mondiale, mais aussi dans l'espace et dans le temps qui est très importante aussi pour se rendre compte, sortir aussi de cet énocentrisme, de dire finalement on va détruire la planète si on y va, mais si on n'y va pas, les gens vont mourir de faim. En fait, concrètement... de plus en plus, c'est ce qu'on a provincialisé l'Europe. Hein, je veux dire, concrètement, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de voyager. Et après, il y a les questions écologiques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste être plus modeste par rapport aux impacts positifs ou négatifs et pas raisonner forcément comme ça. Et ça, c'est très important parce que le monde continue à tourner. Pendant la pandémie, par exemple, moi, je vivais au Sénégal, les frontières étaient fermées pendant 1 an. Il a continué à avoir des hôtels avec des gens dedans, des pratiques de plage, etc. Hein. Donc, c'est pas... voilà. Ça n'est pas... Oui. Et je sais que pour l'exemple de la Tunisie, je sais que dans les années 2000 et avant ça, fin du XXe siècle, en effet, le tourisme permettait au pays, enfin c'était une grande part de l'économie du pays et ça permettait vraiment à ce que beaucoup de personnes aient de l'emploi, etc. Et à partir de, à un moment où il y a eu la révolution et aussi les attentats dans les années 2010, il y a eu une énorme baisse du tourisme et je sais que pour beaucoup de personnes l'ont vécu un peu comme une catastrophe parce que plus d'emplois, etc. Et finalement il y a un retournement de situation après où le prix des hôtels et des restaurants et des différents loisirs a baissé et c'est ce qui a permis en fait aux populations locales, aux Tunisiens, aux Tunisiennes, aussi à des Algériens, à des Libyens en fait de venir en vacances. Et les hôtels ont été de nouveau en fait remplis de populations pas non blanches et pas des Nord. Et l'emploi en fait a repris. Absolument. Et voilà. Ouais, c'est intéressant. Merci pour cet exemple. Après, moi, j'y pense, ça marche en effet les tourismes domestiques ou locaux, mais ça marche à l'échelle de l'Europe, ça marche à l'échelle des continents. Mais par exemple, il y a l'Océanie qui est quand même perdue au milieu de l'eau, enfin pas perdue, mais je veux dire, il y a énormément de personnes qui viennent d'Asie, qui vivent et qui viennent en vacances en Océanie, parce qu'en fait, c'est une île et les locaux. Après, c'est un très grand pays, l'Australie, donc il y a de quoi faire pour les locaux, mais ça peut être plus compliqué, parce que par exemple, en Europe, on peut faire du stop et aller dans un autre pays très facilement. Mais c'est peut-être pas le cas sur les îles, par exemple. Et donc, je sais pas où je veux en venir, mais... je pense qu'il y a certains tourismes qui doivent être plus internationaux du fait géographique, en fait. C'est bon, mais quand vous habitez au Luxembourg, vous faites vite du tourisme international. Hein, donc c'est des bons La question, encore une fois, c'est pas de dire il faut pas ou on devrait pas, etc. Alors, il faut se poser des questions sur le fait de se poser la question pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faut absolument, pour des raisons de distinction, avoir pris l'avion à l'autre bout du monde. Là, je pense qu'il y a quand même un truc qui est en train de changer. Et puis de dire que c'est pas la peine de se raconter qu'on va dans cet endroit-là pour sauver le monde. On y va parce qu'on y prend du plaisir à se retrouver à cet endroit-là.
Et pourquoi pas? Mais je veux dire, ce qui énerve beaucoup les gens aussi, c'est ils vous accueillent, il y a une relation qui se passe, une relation d'échange qui passe par un rapport marchand, mais pourquoi pas? Je veux dire, on peut aussi avoir une relation d'égal à égal avec la personne qui vous accueille et pas se raconter qu'on est en train de l'aider en fait. Et donc c'est plutôt ça qui passe mal en fait. Il y a plein de gens qui vous disent qu'ils sont contents d'accueillir des touristes, mais pas d'être humiliés en fait, parce que le touriste en question a l'impression de vous faire ça pour vous faire plaisir en fait. Et en fait, pour finir, parce que on voulait prendre quelques exemples justement, sauf s'il y a d'autres questions sur la question industrielle, mais on voulait prendre quelques exemples pas du tout industriels. Je sais pas si tu veux. Oui, non, en fait, on voulait juste terminer, parce que peut-être que vous êtes fatigués, ça commence à être un peu long. De vous donner juste quelques exemples situés notamment en Europe, peut-être qu'on va juste... En fait, ce qu'on voulait aussi évoquer, c'est comment le tourisme, qu'on a déjà un peu évoqué en partie, mais peut être aussi un espace dans lequel s'élaborent aussi des discours contre-hégémoniques, de cette façon, et de dire aussi que... moi aussi je commence un peu fatiguée. Oui, je vous évoquais le cas de cette famille costaricienne qui parlait de des savoirs, la production, le travail de la terre, les savoirs médicinaux, etc. Et oui, Émile a présenté rapidement donc, un projet sur lequel je travaille depuis quelques temps. En tout cas, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en Europe, notamment des parcours urbains. Alors, les balades urbaines, parcours urbains, mais des tours, des espaces urbains en Europe, à commencer par Paris, où l'idée de produire un discours que je qualifie de contre-hégémonique, mais disons que voilà, si on part de la ville de Paris, un imaginaire touristique parisien, là aussi forgé sur le temps long, Paris, voilà, la ville des Lumières, la ville historique, culturelle, patrimoniale, avec ses hauts lieux patrimoniaux qui sont effectivement les hauts lieux touristiques, les lieux à visiter, etc. Donc Paris, la ville de l'amour, avec ses pratiques, ses espaces autour du Moulin Rouge, Pigalle, etc. Enfin, on peut spatialiser, pour parler de, je crois que c'était une personne qui disait concrètement, ces imaginaires, ils s'incarnent dans l'espace, ils s'incarnent dans des pratiques, c'est pas que du discours narratif, mais donc Paris c'est ça, et en tout cas c'est promu comme tel, et a émergé autour des années 2013 un projet d'un Martiniquais d'une trentaine d'années, qui avait étudié d'ailleurs à Sciences Po, qui était passionné de culture urbaine et qui a décidé, donc qui avait une activité de guide pour les agences de voyage, qui accueillait pas mal de touristes nord-américains, donc qui voulaient absolument voir les must-see, la Tour Eiffel, Notre-Dame, les Champs-Élysées, etc., etc. Et qui à un moment donné en avait marre d'avoir cette vision qu'il jugeait trop restrictive de Paris, où grosso modo ces touristes nord-américains venaient et avaient cette représentation du français, la marinière, la baguette, le verre de vin rouge. Et dans un de nos entretiens, il présentait son projet comme il y avait le Paris breton, il y a le Paris chinois, pourquoi pas le Paris noir. Et donc il décide de construire, mais qu'il a son entreprise, et de produire différents parcours touristiques de Paris autour de le récit des vies de la diaspora, des diasporas afro-descendantes. Donc c'est aussi bien des personnes afro-caribéennes, du continent africain, africaine-américaine, pour ça je parle des diasporas, et de voir de quelle façon elles se sont à différentes époques retrouvées à Paris, ont participé à la production artistique, intellectuelle, politique, et ont façonné aussi l'histoire de Paris. Et donc il a produit 3 parcours, là il est en train d'en élaborer un 4e. Du Paris noir, et donc c'est des parcours qui sont qui connaissent un succès de plus en plus important, donc parce qu'il y a aussi en face
un désir aussi d'avoir d'autres récits d'un espace urbain qui semble très connu. On va dans les hauts lieux patrimoniaux du Panthéon, pour ceux qui connaissent Paris. On passe par le théâtre de l'Odéon, le Sénat, donc place de la Sorbonne, le Sénat, Saint-Germain-des-Prés, donc pour raconter cette vie intellectuelle, artistique, politique, militante de Paris, mais au prisme de groupes sociaux qu'on qualifiait donc de la diaspora afrodescendante. Donc ça va de Aimé Césaire, Senghor, merci, Fanon, les sœurs Alexandre Dumas, voilà, quand on va au Panthéon, c'est parce qu'il y a Alexandre Dumas au Panthéon, de raconter l'histoire d'Alexandre Dumas, de Félix Éboué. Ensuite, place de la Sorbonne, c'est effectivement pour parler d'Aimé Césaire, de parler du colloque qu'il y a eu en 1956 des artistes et écrivains noirs, qui a réuni un certain nombre d'intellectuels venus du monde entier, qui avaient pour seul point commun d'être noirs. Donc il n'y a pas d'essentialisation de la figure noire, puisque on précise bien qu'il y avait des catholiques, des musulmans, des gays, voilà, pour parler un peu de toute cette hétérogénéité d'intellectuels, d'artistes qui s'étaient réunis. Voilà, et donc c'est pour revenir un peu sur la Harlem Renaissance, les figures africaines-américaines qui ont aussi façonné l'histoire de Paris. Et donc ces parcours-là, eh bien, ils fleurissent un peu partout en Europe. C'est-à-dire, on a le Paris noir, on a aussi le Londres noir, l'Amsterdam, des récits de villes européennes, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, enfin, un peu partout. Donc là, je suis en train de regarder un peu ces différents parcours urbains, par qui est-ce qu'ils sont portés, quelle est la relation aussi avec les institutions culturelles, muséales, les autorités urbaines, enfin, les personnes en charge aussi du développement touristique de ces territoires urbains, et qui montrent voilà, qu'il est possible de créer aussi un espace qui sont hors des sentiers battus, narratifs, et de faire émerger d'autres récits qui ont aussi des formes de reconnaissance très fortes pour ceux qui assistent aussi à ces tours. Voilà. Et ce que tu dis, c'est que, il me semble, c'est que lui, à la base, il a plutôt conçu ça comme en tant qu'entrepreneur et sans forcément de volonté militante. Oui. Et c'est qu'à force d'avoir les réactions, etc., lui, en fait, s'est construit une identité militante de par ce biais-là. Très bien. Émile, tu as lu mon article? Tout à fait. Cet après-midi à 16h15. Oui, non, ce qui est intéressant dans le cadre de ce projet, c'est de montrer comment aussi, pour certains acteurs, c'est aussi... c'est transformateur d'une certaine façon. Et effectivement, au début, parce qu'on est dans un contexte français, voilà, on parle beaucoup là ici, moi, des coloniales, mais il faut rappeler effectivement le contexte dans lequel on évolue, qui est très, disons, oui, on peut dire coercitif. Enfin, on est, en plus, enfin voilà, on parle on est aussi universitaire et qu'il y a un discours qui est extrêmement véhément à l'égard aussi de toutes ces approches postcoloniales, décoloniales. Et donc il est effectivement dans ce contexte français, l'universalisme qui fait qu'un discours racial est un impensé et en tout cas très difficile de le faire émerger. Donc il y avait beaucoup de réticence à assumer effectivement ce positionnement et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il assiste à des colloques, il lit, il navigue dans des réseaux militants, donc il apprend et bien sûr que tout ceci le transforme et a un impact et qu'à la fin, après l'avoir suivi pendant une année, il reconnaît davantage le fait que oui, c'est un discours qui est situé et bien sûr il reconnaît un certain nombre de choses sur la construction d'une blanchité, de ce Paris patrimonial, culturel. Et bien il y a aussi une dimension raciale qu'il reconnaît davantage, effectivement. Moi, je vais vous dire juste 2 mots, mais il y a des sites internet avec des films, comme ça vous pourrez aller les voir parce que je pense que vous êtes fatigués. Donc c'est un programme qui s'appelle My Grand Tour au départ, donc Mon Grand Tour, comme au sens Grand Tour anglais, mais qui est devenu Mi-Grand Tour en français, qui est un programme européen, notamment au départ de visites patrimoniales sur l'histoire des migrations. Donc comment raconter l'histoire d'une dizaine de villes d'Europe à travers l'histoire des migrations.
qu'on a un peu détourné en travaillant avec donc des étudiants et surtout des personnes. Donc on a commencé en 2014 et puis ça a vraiment pris de l'importance en 2015 avec des personnes qui campaient en fait, ou qui étaient dans des situations très compliquées, donc Porte de la Chapelle, mais aussi dans des réseaux d'accueil, des CADA, des centres Emmaüs, etc. Mais aussi des personnes plutôt issues de la première ou de la deuxième génération installées en périphérie, dans des logements plus pérennes, et comment raconter avec eux, et comment surtout eux raconter une histoire, leur Paris en fait, ou leur Fontenay, ou leur Saint-Denis, ou leur Courneuve, la manière dont ils étaient arrivés, donc ils s'étaient appropriés. Et donc c'est un travail qui a maintenant, il y a une quarantaine de balades, et donc c'est un travail qui est fait avec des étudiants en anthropologie, en sociologie, cette année plutôt en géo, qui vont travailler pendant quelques mois à construire des balades sur différentes thématiques. Et puis en fait ces balades, elles sont faites, conçues pour et par donc les personnes exilées. Et donc ça change un peu d'un point de vue universitaire, ça change parce qu'en fait ces personnes ne sont plus les informateurs des étudiants, mais c'est l'inverse, parce que les étudiants vont aller documenter l'histoire d'une migration, par exemple la migration soudanaise ou l'exil politique à Paris, et donc ils vont mettre à disposition des informations, on va dire générales, historiques, géographiques, au service d'une personne qui elle va l'associer à son histoire personnelle, et puis on va travailler avec eux, il y a des cours de théâtre, etc., sur la question de comment est-ce qu'on raconte une histoire, qu'est-ce qu'on a envie de leur raconter, comment, etc. Donc ça passe par l'artisanat touristique, c'est-à-dire que c'est mis en marché par le biais du tourisme, parce que ça permet aussi à ces personnes, donc c'est des balades qui sont rémunérées, ça permet aux personnes d'avoir un complément de revenus, mais c'est pas, comment dire, on ne peut pas en vivre, parce qu'il n'y en a pas tous les jours. Par contre, c'est aussi des modes d'accès à des réseaux très différents, qui n'est pas seulement ceux des militants, ceux de l'hébergement institutionnel d'urgence, mais aussi des gens qui vont prendre le métro pour faire 3 stations pour aller faire la balade Petit Mali à Château-Rouge, et qui eux n'ont pas à voir avec cette histoire-là, mais vont rentrer en interaction. Donc on a une quarantaine de balades, il y a eu pas mal de films, de choses qui ont été faits là-dessus. Ça existe aussi à Bruxelles, à Marseille, à Barcelone, enfin voilà, il y en a un peu partout. Si ça vous intéresse, il y a un site pour les balades, il y en a plusieurs, mais il y a un site qui s'appelle, je pourrais le donner, c'est Migrant Tour. Si vous tapez Migrant Tour, je pense que c'est .eu, vous avez celui des balades francophones, et vous avez plein de témoignages, de vidéos, parce qu'on a travaillé avec des différents vidéastes, enfin voilà, il y a des témoignages des personnes ou des balades qui ont été filmées. Donc c'est pas des gens qui vont devenir des professionnels du tourisme, mais c'est des gens qui vont finalement faire découvrir et aussi d'une certaine manière s'approprier alors un discours qui se veut pas militant, mais qui devient de facto militant et contre-hégémonique, notamment dans les partenariats qu'on fait avec les musées du Quai Branly, du Musée de l'Homme, etc., puisque c'est une visite notamment au Musée de l'Homme, et une expo sur le Congo à la Cité de l'Archi, et une visite du Congo à Paris. Évidemment, l'histoire n'est pas forcément la même, comment ça s'articule, voilà. Donc on est en partenariat avec une dizaine de musées également. Voilà. C'est une façon de faire émerger d'autres discours, mais après c'est vrai que c'est dans un contexte aussi, on parlait de marketing territorial, mais de plus en plus de villes aussi essayent aussi de promouvoir, donc il y a aussi quelle est la relation aussi vis-à-vis de ce discours, c'est-à-dire de promouvoir la ville cosmopolite, multiculturelle, dans une forme aussi de commodification des identités. Donc voilà, c'est quand même de savoir who tells the story. C'est-à-dire, c'est pas tous les parcours plein de fois que en fait il y a des professionnels de la visite guidée qui pourraient reprendre ces visites sans doute, mais c'est pas l'enjeu du tout. L'enjeu c'est un programme en fait de personnes à qui ça permet de se réapproprier un récit. Parce que en général, ces récits doivent le fournir à des institutions administratives, parce que c'est souvent des personnes demandeurs d'asile ou réfugiés. Donc là, c'est le récit qu'ils ont envie de raconter, en fait, aux personnes. Et ils disent nous, en parlant de leur quartier, en fait. Donc c'est pas un discours où ils doivent justifier d'être là, mais un discours où finalement ils présentent leur histoire et leur quartier. Voilà. Mais ils en parleraient beaucoup mieux, mais c'était juste pour que vous ayez un petit peu... Voilà, il y a un autre monde possible. Et on va peut-être s'arrêter là. Ouais, c'est bon. Merci à tous, et n'hésitez pas si vous avez des questions.